Je m'appelle Simon Bernard, je suis président et cofondateur de Plastic Odyssée. J'ai 33 ans, j'ai grandi en Bretagne et je suis officier de marine marchande de formation. En 2016, j'ai fait escale à Dakar sur une expédition et je me suis rendu compte de toute la quantité de plastique qui se déversait dans l'océan. Et j'ai eu envie d'arrêter de naviguer sur des gros bateaux de commerce pour monter une expédition avec Alex, mon associé, et partir autour du monde, explorer les meilleures solutions pour lutter contre cette pollution plastique. Il faut réussir à embarquer tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Effectivement, on remarque que c'est beaucoup plus simple d'embarquer les jeunes qui n'ont pas toutes ces idées reçues, préconçues et qui ont envie de changer. Ce qui n'est pas le cas forcément des moins jeunes. Le navire Plastic Odyssée, c'est un ancien navire de recherche qui a 50 ans et qui a été complètement recyclé pour en faire un laboratoire de toutes les solutions contre la pollution plastique. Alors à l'avant, on a les alternatives, on travaille sur la vie en utilisant le moins de plastique possible, on essaie d'expérimenter ça à notre petite échelle. Et puis à l'arrière, on a vraiment un atelier de recyclage avec des machines qui nous permettent de tester, d'expérimenter, de faire de la recherche pour transformer ces déchets plastiques qui n'ont pas de valeur et en faire des ressources, des produits finis qui peuvent servir localement. L'expédition est partie de Marseille en 2022, en octobre 2022. Ça fait 2 ans et demi qu'on parcourt le monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. Et là, on commence une tournée dans l'océan Indien. On a fait 34 escales depuis 2 ans, on n'a pas chômé. Et à chaque escale, ce qu'on essaie de faire, c'est rencontrer des initiatives, rencontrer des entrepreneurs qui ont des solutions déjà concrètes et leur partager ce qu'on a vu autour du monde pour faire en sorte que tout ça soit répliqué et qu'une fois que le bateau repart, on puisse avoir vraiment des initiatives, des usines de recyclage qui se montent, des classes qui nous suivent sur le long terme et donc avoir un impact qui dure dans le temps. Dans l'océan Indien, c'est assez particulier puisque en plus de toutes ces actions de sensibilisation, ces actions de formation d'entrepreneurs, de documentation d'initiatives, on embarque des scientifiques et donc on va avoir entre 2 escales de la science. On va étudier la quantité de plastique qu'on va retrouver dans l'océan, on va étudier l'impact que ça a, des bactéries potentiellement pathogènes qui circulent sur les microplastiques, l'impact que ça peut avoir sur les animaux, mais sur la santé humaine. Ça, c'est une première pour nous. Donc on va installer une sorte de filet manta, un filet à l'arrière qui permet de prendre des échantillons de la mer et d'analyser ça. On va installer, il y a des microscopes, il y a des paillasses, donc le bateau va changer un peu d'allure pour cette mission spécifique dans l'océan Indien. Les plus gros défis qu'on a eu depuis le début de cette expédition, finalement, c'est d'aller trouver tous ces bonnes solutions, puisqu'il y a énormément de choses qui se passent, mais elles ne sont pas connues, elles ne sont pas dans les médias, et souvent c'est des entrepreneurs qui font des choses incroyables, mais qui font ça dans leur coin sans vraiment être connus, donc il a fallu réussir à trouver les bons contacts, arriver à les rencontrer, arriver à documenter
tout ce travail. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est vraiment de l'exploration. Ça n'a jamais été fait. C'est la première fois qu'une expédition s'intéresse à ces solutions-là, à ces entrepreneurs. Et donc, c'est vraiment une première. Et comme toute première, il faut défricher, il faut développer des méthodes un peu. Et là, ça y est, on commence à être rodé. L'année dernière, on est passé devant une île qui est très connue, qui s'appelle Henderson, au milieu du Pacifique. Et elle est connue pour deux choses. La première, c'est que c'est une des îles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc très très forte biodiversité. Et la deuxième chose, malheureusement, c'est qu'elle est connue pour être une des îles les plus polluées au monde, donc avec une très forte densité de plastique. Et personne n'avait réussi à extraire ce plastique à cause de la barrière de corail qui entoure l'île. Et comme on passait à côté, c'est pas forcément la mission de ce bateau d'aller nettoyer des îles à la base, mais on s'est dit allons essayer de trouver une solution. On se donne une semaine pour tenter d'extraire les tonnes de plastique. On a appelé cette mission Impossible Cleanup parce que personne n'avait réussi à le faire jusqu'alors. Une expédition britannique avait tenté mais avait dû laisser tous les sacs sur la plage. Et donc on s'est lancé ce défi en février 2024, ça a pris à peu près 6 mois pour organiser toute la logistique, emmener 12 personnes sur l'île, survivre, il n'y a pas d'eau, pas d'énergie évidemment, pas de nourriture, et donc ça a été toute une logistique, mais derrière surtout il a fallu extraire les déchets plastiques, et donc pour ça on a inventé des solutions assez incroyables. On a réussi à extraire 9 tonnes de plastique. Des filets de pêche, beaucoup, des bouées de pêche et du plastique rigide. On a pu recycler sur le bateau pour en faire des planches et du mobilier pour l'île de Pitcairn qui se trouve à 1 jour de navigation d'Henderson. Et donc on a fait du mobilier pour les habitants. On a vraiment montré qu'on était capable d'aller nettoyer une île en une semaine et de transformer ces déchets pour en faire quelque chose d'utile. Depuis le début de l'expédition, on a accompagné plus de 400 entrepreneurs qui sont venus à bord et qui derrière vont pouvoir répliquer ces solutions, monter des usines. On a même commencé à faire ça avant la fin de l'expédition puisqu'on a une équipe depuis 1 an au Sénégal qui développe des micro-usines de recyclage dans des containers. Chaque usine va être capable de traiter entre 300 et 700 tonnes de plastique tous les ans. On en a une dizaine déjà et on prévoit d'en installer 200 dans le monde entier d'ici 2030. Ici à Maurice, on prévoit aussi d'avoir un hub avec des partenaires locaux pour avoir une dizaine de micro-usines qui va pouvoir traiter énormément de déchets. On va installer des micro-usines ici avec vraiment des partenaires industriels locaux. L'idée c'est d'en avoir plusieurs, d'avoir un vrai hub ici à Maurice. Il faut savoir que le concept de ces micro-usines, c'est donc de transformer des déchets qui n'ont pas de valeur, les broyer, les faire fondre, et les mouler pour en faire des nouveaux objets. Donc l'idée c'est que ça puisse être utile localement, des matériaux de construction, du mobilier, des produits qui vont pouvoir créer une économie locale et éviter d'exporter ces déchets et d'importer de la matière. Pour arriver à résoudre cette problématique qui est très importante, il faut la collaboration de tout le monde. Les collectivités, le secteur public, le secteur privé, le grand public, tout le monde doit avoir sa part. Et en réalité, ce navire et cette escale, c'est pas une manière de montrer ce qu'il faut faire ou de donner des leçons. C'est une manière de catalyser l'action. C'est une manière de réunir tout le monde et de faire en sorte que derrière, il puisse se passer plein de choses. Nous, on est là comme un point de départ, comme une manière de mettre du lien dans tout ça, d'inspirer, de catalyser l'action. Mais derrière, ce qui va se passer, ça va se passer sur le terrain, après le passage du bateau. C'est ça le plus important. Et ça se passe avec les acteurs locaux. Et c'est ça qu'on essaye de favoriser. Bonjour à tous, je suis Simon Bernard, président de Plastic Odyssée. Et si vous voulez en savoir plus, Check Hebdo, ça dimanche là. Jean-Marie Illy, coordinateur régional du projet Expédition Plastique dans l'océan Indien. Je travaille pour la commission de l'océan Indien, dont le siège est ici à l'île Maurice, mais qui travaille sur tout l'océan Indien,
5 États membres, les Seychelles, les Comores, Maurice, Madagascar et la France avec la Réunion. Le projet Expédition Plastique dans l'océan Indien, EXPLOIT, c'est un projet mis en œuvre par la Commission de l'océan Indien avec beaucoup de partenaires opérationnels, partenaires de recherche. On a d'abord les États membres de la COI et puis on a aussi l'Institut de recherche pour le développement, les universités des États membres de la COI et puis le secteur privé, les ONG. C'est un projet de prévention des pollutions plastiques dans l'océan Indien. Il va durer 5 ans. Et il est financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Le projet EXPLOIT, il a plusieurs composantes. Il a d'abord une composante scientifique. Il faut mieux connaître les pollutions plastiques dans l'océan Indien, leur impact, leur origine, leur composition, pour pouvoir ensuite mieux protéger l'océan et puis avoir des politiques publiques et de la recherche et développement qui soient plus efficaces. On forme aussi beaucoup de chercheurs en termes d'outils, de méthodologie. On a ensuite une deuxième composante, c'est la sensibilisation. Ça, c'est important, sensibiliser les populations, les médias, aussi le secteur privé et les décideurs pour mieux prévenir les pollutions plastiques. On a enfin une composante renforcement de capacité, diffusion des connaissances pour mettre à la disposition de tous les acteurs les outils, les méthodes nécessaires pour prévenir la pollution plastique. Construire également des politiques publiques nationales, régionales qui soient adaptées, efficaces. Et puis on a une composante appui aux initiatives d'économie circulaire où là c'est un appel à projet. On va appuyer, on va financer des projets de taille moyenne voire grande dans chaque État membre de la COI pour avoir des résultats très concrets en termes de prévention des pollutions plastiques. L'expédition plastique dans l'océan Indien, elle est mise en œuvre en partenariat avec Plastic Odyssey. Plastic Odyssey, c'est un navire qui fait le tour du monde pour sensibiliser contre les pollutions plastiques. La première étape, c'était à La Réunion. C'était une étape de sensibilisation auprès du public, auprès des décideurs de La Réunion et puis également auprès du secteur privé. On a eu beaucoup d'échanges, des conférences, des tables rondes, une exposition, plusieurs expositions qui ont été présentées. Beaucoup de rencontres entre tous les acteurs. Et puis désormais, il y a une escale à Maurice qui est également très riche, avec des projections de films, avec des musiciens, des artistes qui sont mobilisés, des tables rondes entre tous les acteurs, publics, privés, associatifs. Et à Maurice, c'est le démarrage de la campagne océanographique. Donc ça, c'est une campagne à but scientifique. Les premiers prélèvements, les premières analyses vont commencer au large de Maurice, en route vers Madagascar. Ensuite, on aura cette campagne océanographique qui va se poursuivre dans tous les États membres de la COI. Donc après Madagascar, c'est les Seychelles, ensuite les Comores, et ça se termine au mois de juillet. On fait beaucoup d'études sur la pollution plastique. On va prélever des plastiques sur les littoraux, sur les plages, dans les lagons, et puis aussi en mer avec des filets manta qui permettent en fait d'aller à la pêche au plastique. Ensuite, ces plastiques, on les analyse. À bord, on a aménagé un petit laboratoire et puis ensuite, les échantillons partent dans des laboratoires des États membres de la COI pour des analyses. Des analyses pour voir notamment les pathogènes, les bactéries qui sont fixées sur ces plastiques. Des analyses aussi pour voir la composition du plastique. D'où est-ce qu'il vient, comment il a vieilli dans l'eau, comment il a voyagé. Et quel est son impact ensuite sur les chaînes alimentaires, sur nos économies, sur notre environnement. Avec ces données, on va beaucoup mieux connaître l'état de la pollution, son origine, ses caractéristiques, sa localisation. Ça va nous permettre d'avoir des mesures beaucoup plus ciblées, des politiques publiques plus adaptées et également de poursuivre la recherche et développement pour avoir des solutions en matière de lutte contre les pollutions plastiques. La pollution plastique dans l'océan Indien, elle est extrêmement présente. C'est le deuxième gisement océanique de pollution après le Pacifique. On a déjà quelques données qui nous permettent de savoir effectivement où elle se situe. On a un grand gire dans le sud-ouest de l'océan Indien qui est un grand tourbillon de plastique où il y a une forte concentration, une forte densité, mais c'est une pollution qui est essentiellement invisible. 95% de la pollution plastique, on ne la voit pas, elle ne flotte pas à la surface de l'eau, elle est diffuse, elle est fragmentée, elle est dans l'océan, elle est absorbée aussi par la faune marine
Et c'est pour ça que cette campagne océanographique elle est importante pour mieux la connaître. La pollution plastique, elle a en effet un lien avec le changement climatique, puisque tout d'abord le plastique qui n'est pas collecté, qui n'est pas traité, il va représenter d'ici 2050 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. D'accord ? Parce qu'un plastique qui est brûlé, évidemment, ça dégage des gaz à effet de serre. Donc il y a un lien déjà en matière d'atténuation. Et puis ensuite, en termes d'adaptation, évidemment, l'impact des pollutions plastiques sur l'océan, sur nos économies, aggrave encore l'impact du changement climatique. Donc ces deux problématiques sont liées. On a deux sources de provenance des déchets. On a d'abord les grandes villes du pourtour de l'océan Indien. D'abord les villes d'Asie du Sud-Est, parce que ce sont des grosses productrices de déchets plastiques non traités. Et puis parce qu'il y a un grand courant océanique pendant une partie de l'année qui traverse l'océan Indien d'est en ouest et qui ramène vers nos îles de l'Indienne Océanie beaucoup de pollution plastique. On a aussi une pollution d'origine locale. Les prélèvements, les analyses qu'on fait sur nos plages dans nos États membres, à La Réunion, à Maurice, on a des caractérisations assez précises des pollutions et on voit qu'il y a beaucoup de restes de pique-nique, il y a des savates oubliées sur les plages. Quand on analyse également les exutoires de réseaux d'égouts ou bien les cours d'eau, on voit qu'il y a des fortes concentrations de plastique qui viennent de nos villes, de nos territoires, de nos îles. Donc on a aussi un travail de prévention de la pollution à faire par le changement de comportement des populations et puis en mettant en œuvre des services publics beaucoup plus adaptés de collecte, de tri, de recyclage, de traitement des plastiques. Donc citoyen, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est refuser le plastique. D'accord ? Quand on a le choix, il faut se donner le choix également de pouvoir refuser l'emballage plastique. Donc si on doit acheter de la nourriture, évitons d'acheter de la nourriture qui est emballée dans des films plastiques. Et on peut dire aussi à nos commerçants qu'on ne veut pas ce suremballage. On préfère des produits en vrac, des produits au détail, des produits sur le marché qui sont pas emballés dans du plastique et peut-être même pas emballés du tout. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en tant que citoyen, on a aussi une influence sur nos décideurs. Donc il faut aussi dire à nos représentants, à nos élus, à nos parlementaires, à nos élus locaux, qu'on veut aussi des politiques, des stratégies. On est demandeurs de prévention des pollutions plastiques. On accepte également d'avoir des lois, des contraintes qui réduisent la pollution plastique. Bien sûr, il faut que ça se fasse, si possible, sans impact sur le pouvoir d'achat, donc avoir aussi des mesures qui favorisent en termes de fiscalité, en termes de financement, les solutions sans plastique. Ensuite, c'est vrai à Maurice, de plus en plus, on peut trier. Donc il y a des bacs, il y a des systèmes de collecte qui permettent de déposer nos plastiques. Il s'agit de trier à la maison nos déchets et de mettre les plastiques de côté pour aller les déposer dans des bacs. On a déjà des systèmes de pré-collecte avec des points de dépôt des plastiques et ça va se développer de plus en plus. L'État mauricien a prévu de systématiser, de rendre obligatoire bientôt le tri des plastiques. Donc ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de points de collecte, un système beaucoup mieux organisé et donc que ces déchets n'aillent pas à marcher cause. Le projet Expédition Plastique dans l'océan Indien, Exploit, projet mis en œuvre par la COI avec un financement de l'Agence française de développement, Fonds français pour l'environnement mondial. C'est de la recherche, c'est de la sensibilisation et c'est de l'appui aux acteurs avec du renforcement de capacité et de l'appui aux projets innovants. Plus d'informations sur le site de la Commission de l'océan Indien. Si vous voulez en savoir plus, Check Hebdo, ça dimanche là. Alors, je suis Vanessa Despéville et je suis Head of Sustainability, Reputation and Engagement pour le groupe MCB. Je suis à la MCB depuis 2017 et mon rôle, c'est vraiment de définir la stratégie développement durable pour le groupe MCB, mais aussi de créer des partenariats à impact avec des ONG, des associations dans le monde associatif, du business ou également. L'initiative Your Card for Change en fait a vu le jour en 2019 quand on a fait un grand projet qui consistait en fait à
à ce qu'à chaque fois qu'on utilise la carte de débit MCB, en fait, il y a 10 sous qui sont reversés pour un fonds qui va après servir à soutenir des projets dans le domaine de la biodiversité. Donc c'est à ce titre-là qu'on a récolté 15 millions de roupies et c'est grâce à ça qu'on a réussi aussi à être partenaire de l'expédition Plastic Odyssey dans l'océan Indien. Donc pas seulement à Maurice, mais dans l'océan Indien, parce que Plastic Odyssey, après l'étape à Maurice, va aussi se diriger aux Seychelles et à Madagascar. Les valeurs communes entre Plastic Odyssey et le groupe MCB en termes de stratégie de durabilité, je dirais que c'est agir sur deux fronts en même temps. D'abord la sensibilisation, c'est extrêmement important. Sensibiliser, c'est vraiment mon rôle et notre rôle au niveau de l'équipe de Sustainability, c'est de porter les bons messages, avoir les bons narratifs. De temps en temps, on voit bien que les gens s'en accrochent pas parce qu'on est en train de dire que tout va mal. En fait, c'est vrai, mais il faut aussi pouvoir le plugger sur des solutions pratiques. Donc c'est notre rôle de vulgariser les concepts, d'essayer d'expliquer, d'insuffler, de mobiliser et de générer aussi probablement des vocations, on ne sait jamais. Donc ça, c'est vraiment très commun à la mission de Plastic Odyssey. Et puis surtout, toutes les Plastic Odyssey, c'est du Local is Beautiful aussi. C'est ce qu'on avait prôné en 2019 quand on a sorti le rapport Local is Beautiful, c'est d'essayer de trouver des solutions de recyclage, de permettre de booster l'économie locale par des entreprises et des entrepreneurs qui auront à cœur de trouver des solutions locales aux problématiques de recyclage. C'est vraiment important de démarrer et d'accélérer cette filière de recyclage local. On ne peut pas être entièrement dépendant des importations, des exportations. Il faut qu'on puisse aujourd'hui vivre en autonomie aussi et arriver à traiter nos déchets autrement que par l'enfouissement. Les principaux défis environnementaux, ils sont nombreux. D'abord, j'ai envie de dire, il y a des défis de changement, de risques climatiques physiques. Donc, évidemment, on connaît tous les inondations, les sécheresses, le manque d'eau. Tout ça, ça impacte les business models, donc ça impacte les populations aussi, parce que ce qu'on dit impacter un business model, c'est avant tout impacter le revenu de certaines entreprises. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous, comment s'adapter à ce changement climatique, parce que quoi qu'il arrive, même si on émet moins de CO2 que les autres, on va quand même être tributaire, et c'est le propre de l'insularité, de ce changement climatique, des risques physiques. Et puis, il y a également, j'ai envie de dire, tout ce qui est transition. Comment est-ce qu'on va s'assurer de mener cette transition vers une économie bas carbone? Je vous prends un exemple. Si, par exemple, tous les Mauriciens passaient aux véhicules électriques, par exemple, qu'adviendrait-il de, par exemple, toutes les stations-service? Si plus personne n'a besoin de pompe à essence, tous ceux qui ont des petits business de filling station, c'est un problème. Donc ça, par exemple, c'est le risque de transition qu'on appelle. Donc voilà, principalement, j'ai envie de dire, les deux grosses familles de risques. Après, il y a quelque chose qui est complètement, qui est assez évident à comprendre, c'est que Maurice, l'économie mauricienne dépend directement et indirectement pour environ 25% des revenus de Maurice, de la prospérité de Maurice, dépend du tourisme. Et on peut se dire que demain, si les billets d'avion long courrier coûtent plus cher, que les gens ont plus la conscience du voyage et se dire que c'est quand même bien loin comme destination, que les plages par exemple sont altérées par l'érosion côtière, qu'il y a moins d'eau, peut-être que Maurice pourrait devenir une destination moins attrayante et ça aurait des conséquences complètement néfastes. Non seulement sur les entreprises, mais sur les personnes, les jobs, les familles, etc. Donc on est extrêmement vulnérable et il faut en être conscient. Si on n'agit pas, déjà, ce qu'on risque, c'est de ne plus avoir de plage, de ne pas avoir suffisamment d'eau pour les agriculteurs, par exemple, de ne plus être capable de produire des fruits et des légumes. C'est pas seulement le sujet de ne pas avoir assez de fruits et de légumes dans les supermarchés, mais c'est aussi les agriculteurs, les gens qui dépendent de ce business. C'est extrêmement important de comprendre la dimension sociale de cette activité.
Donc ça c'est la première chose. Bien sûr il faut s'adapter au changement climatique, c'est la première chose à faire quand on est une île comme Maurice. Et puis peut-être prévoir un peu mieux tout ce qui est le response en cas de emergency, quand on a des montées des eaux comme on a pu avoir à Port-Louis avec Bellal, ou même d'autres incidents qui ont eu lieu durant ces 10 dernières années. Je crois que c'est extrêmement important d'être bien préparé, de préparer sa population, d'avoir un système d'alerte qui soit efficace. Ça c'est super important aussi. De préserver la côte. Les habitations qui sont près des côtes sont extrêmement vulnérables. Par exemple, la mangrove est une façon de planter de la mangrove, permet non seulement de protéger les populations, mais aussi par exemple l'activité de la pêche. La mangrove, ce que ça fait, c'est que ça casse les vagues aussi et ça permet aux petits poissons de pouvoir se développer. Donc forcément, ce qu'on dit petits poissons, c'est pas juste pour avoir des poissons dans l'océan, mais aussi pour pouvoir générer des revenus pour les pêcheurs qui en vivent au quotidien et qui font vivre leur famille. Donc ça, c'est des petites choses en termes d'adaptation qui est important. Mais ça suffit pas. Je pense qu'on pourrait aussi être un modèle. On parlait il y a quelques années de Maurice île durable. Moi, je suis absolument convaincue qu'on a vraiment d'entre les mains quelque chose de fabuleux, qu'on pourrait faire de Maurice un exemple en fait pour la région. Et c'est ce qui nous permettrait aussi peut-être d'essayer de capter des revenus à l'international, de fonds carbone, de fonds climat, etc. pour éventuellement pouvoir prospérer davantage et faire bénéficier l'ensemble de la population mauricienne. Donc je crois qu'on a un rôle de thought leader aussi à jouer et je trouve que c'est extrêmement inclusif, puissant et assez fort politiquement comme message. Alors, en matière de soutien financier, ce qu'on essaye de faire à la MCB, c'est vraiment de définir un cadre. Alors, c'est un mot qui peut paraître un peu ronflant, mais on appelle chez nous une taxonomie dans le monde de la finance. C'est une catégorisation des projets que nous, on considère au niveau du groupe MCB être des projets durables. Et donc, ces projets qui rentrent selon ces différents critères pourront être susceptibles d'avoir un prêt, par exemple, de bénéficier d'un prêt à taux bonifié. Donc, c'est ce qu'on appelle le Sustainable Finance Framework. Ça a l'air complexe, mais en même temps, c'est extrêmement simple. Une fois qu'on a compris, on peut comprendre comment est-ce qu'on pourrait aspirer à avoir un financement à taux bonifié. Alors, il faut comprendre que cette taxonomie, ce framework, c'est aussi extrêmement adapté à l'économie locale. Le même framework en Europe ne sera pas exactement la même chose. Ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Même si, par exemple, je prends l'exemple des voitures, la mobilité verte, en Europe, c'est des voitures électriques. Ici, peut-être qu'on peut considérer sous certains aspects des voitures hybrides, par exemple, pour être dans le cadre de la taxonomie. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, de mettre un cadre, et puis on déploie des produits qui sont en ligne avec cette taxonomie, qui puissent donner envie aux entrepreneurs et récompenser quelque part les entrepreneurs à impact positif sur un certain nombre de critères, dont la mobilité, dont le green building, donc les sujets d'adaptation, etc., etc. Donc voilà, c'est notre rôle en tant que banque. Ce n'est pas seulement bien sûr, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on mette tout en place pour être dans les règles, pour s'améliorer en permanence sur nos opérations nous-mêmes. Mais notre rôle vraiment, ce qui est vraiment matériel sur une banque, c'est d'essayer d'influencer, de discuter et de guider nos clients vers une économie qui soit plus respectueuse de l'environnement et plus en ligne avec tous les objectifs de développement durable. On parle de climat, on parle d'environnement, mais le sujet pour nous hyper important également, surtout pour Maurice, qui est un petit état insulaire, reste celui de la biodiversité, de la nature. Et c'est pour ça qu'on a voulu calquer le Card for Change, enfin l'initiative du Card for Change, pouvoir, grâce à cette initiative, financer des ONG qui ont un impact sur notre biodiversité locale. On a déjà commencé l'initiative quand on l'a lancée en 2019 avec un énorme partenariat qu'on a monté avec la Mauritius Wildlife Foundation. On finance à ce titre plusieurs espèces endémiques au sein de ce partenariat. On a également Ebony Forest par exemple qui fait un travail merveilleux de reconstruire les habitats pour ces nouvelles espèces. Là, avec Plastic Odyssey, c'était aussi l'occasion d'aller sensibiliser sur tous les
ces déchets plastiques qui viennent vraiment détruire l'habitat de la biodiversité marine, mais aussi terrestre, hein, parce que souvent ça commence dans des cours d'eau et ça finit dans la mer. Donc j'ai envie de dire que le sujet de la biodiversité aujourd'hui nécessite beaucoup de financement. D'un premier abord, ce sera des financements sous forme de mécénat, sous forme d'aide à des ONG qui se font un travail de terrain mais absolument exemplaire pour reconstruire cette biodiversité. Ça prend un temps fou. Reconstruire une forêt, planter des arbres endémiques, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. On a travaillé aussi avec les parcs nationaux dans le cadre d'un projet dernièrement avec la réintroduction d'une des espèces endémiques qui était en voie de disparition dans l'île. Donc ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, mais sur lesquelles une banque comme MCB et une marque comme MCB a toute sa place et son rôle pour essayer de travailler avec les parties prenantes sur le terrain, rester connecté au fond du problème et comprendre, pas juste travailler de nos bureaux, essayer avec eux de se donner des objectifs communs et de les atteindre. Le débat climat, ça commence le 24 mai sur les écrans et bon là on est en pleine phase de préparation, c'est extrêmement intéressant et stimulant également et donc voilà, ça va se dérouler sur plusieurs étapes avec une finale prévue, il me semble, début juillet. Moi, c'est Vanessa Dogé-Despéville, je suis Head of Sustainability, Reputation and Engagement au sein du groupe MCB. Alors, si vous voulez savoir ce que la MCB fait pour la biodiversité, check Hebdo, ça dimanche là.